À tous, il me fait très plaisir, comme toujours, de participer au colloque étudiant de notre département. Ça me fait toujours plaisir, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'y participe, que j'accueille des anciens étudiants et tous ceux qui veulent bien y participer. Je dois avouer qu'aujourd'hui, ça me cause quand même des émotions conflictuelles, puisque nous sommes aujourd'hui le 15 mars, une journée de grève écolière et étudiante pour le climat. Et donc, je me réconcilierai avec moi-même en me disant que nous sommes dans une manifestation scientifique et qu'il vaut tout à fait la peine d'y assister. Mais néanmoins, si j'ai des émotions conflictuelles, la sécurité de l'université, elle, a des émotions, le niveau d'émotion très élevé. Comme vous avez pu voir en rentrant dans l'établissement, et je dois vous avertir que la marche pour le climat va démarrer à partir d'ici. Et donc, ça pourrait causer un certain nombre d'inconvénients. Mais nous, on va continuer notre mission. Hein? Comme je dis toujours, on continue la mission. La mission ce matin, hein, c'est ce deuxième panel de la journée, pardon. Vous me permettrez d'aller piller là, le programme là, pour bien vous introduire la question. Donc, un panel qui traite des réseaux, des échanges et des circulations. Un panel qui contient, qui accueille 3 personnes. Marie-Laurence Raby, qui est actuellement à l'Université Laval au doctorat avec Aline Charles, maîtrise, pardon. Excusez, je t'ai fait sauter des étapes, mais c'est vrai que tu étais bien proactive. Et qui était autrefois chez nous à l'Université de Sherbrooke. Yannick Laverdière, qui était autrefois à l'Université de Sherbrooke, qui est encore à l'Université de Sherbrooke à la maîtrise, avec Geneviève Dumas, moi-même. Et Xavier Larquin-Doucet, qui est étudiant à la maîtrise aussi à l'Université Laval en études américaines, sous la direction de Bernard Lemelin. Alors, on va donc écouter les 3 communications et suite à l'écoute des 3 communications, il y aura une période de questions. Donc, je vais donc donner tout de suite la parole à Marie-Laurence Raby avec une communication intitulée « Femmes, réseaux et clandestinité, l'avortement dans une perspective transnationale, 1969-1980 ». Allez-y, à vous. Merci. Donc, est-ce que ça va pour le micro? Oui. Excusez-moi. Donc, c'est ça, comme il a été dit, la présentation que je vous fais aujourd'hui traite des réseaux féministes clandestins d'avortement dans une perspective donc transnationale. Avant de débuter ma présentation en tant que telle, je vais revenir sur l'image que je vous ai mise sur le PowerPoint ici. Je la trouve super intéressante pour débuter une présentation qui traite de l'histoire de l'avortement au Québec à cause des slogans qu'on y voit. Donc, le premier qui nous saute au visage quand on regarde la photo, « Jouir, c'est subversif ». On reconnaît bien là l'esprit du féminisme de la deuxième vague, le privé et politique. En fait, ce que les féministes de cette époque-là vont faire, c'est venir traquer les relations de pouvoir jusque dans la sexualité. Donc, on dit que le fait, en disant jouir, c'est subversif, c'est qu'on dit que le fait de profiter des relations sexuelles sur le même pied d'égalité que les hommes comprend finalement une dimension qui est toute politique. Et donc, on vient montrer que les femmes, en prenant le contrôle de leur sexualité, ce qui passe par la contraception et l'accès à l'avortement, commettent en soi un acte qui est militant. Je trouve ça super important de mettre en contexte le féminisme québécois des années 70 parce que le féminisme de la deuxième vague au Québec est fortement ancré dans la lutte pour le droit à l'avortement. Pour citer Diane Lamoureux, la question de l'avortement est la seule qui ait permis à la mouvance féministe de s'imposer sur la scène sociopolitique et de contribuer à une radicalisation massive des femmes. Donc, voilà pour mon petit topo sur le féminisme de la deuxième vague. L'autre pancarte que je trouve intéressante sur cette image-là, c'est celle qu'on voit un peu plus à l'arrière-plan. Donc, on n'ira pas aux États-Unis, on veut avorter dans notre pays. Ça me permet d'introduire le sujet plus précis de ma présentation aujourd'hui, donc les réseaux clandestins transnationaux entre Montréal et New York durant les années 70. Je sais pas. OK. Je vais revenir sur certains points de l'histoire de l'avortement au Canada pour qu'on parte toutes sur
la même base. Donc, en 1969, le Bill Omnibus de Pierre Elliott Trudeau vient libéraliser la pratique de l'avortement. Les avortements thérapeutiques vont être permis dans le cadre des hôpitaux accrédités. Pour obtenir l'accréditation, les centres hospitaliers doivent mettre sur pied un comité d'avortement thérapeutique composé d'un minimum de 3 médecins qui vont juger au cas par cas des demandes d'avortement et qui décident lesquelles sont effectivement reconnues comme thérapeutiques. Les critères prévus dans le cadre de la loi pour définir les avortements thérapeutiques sont assez flous. C'est donc aux médecins d'établir finalement les barèmes de ce qu'est un avortement thérapeutique. Les hôpitaux n'ont pas non plus l'obligation de mettre sur pied des comités d'avortement thérapeutique. Au Québec, particulièrement, l'accès à l'avortement en milieu hospitalier francophone, et donc souvent catholique, va demeurer extrêmement restreint, ce qui va pousser les groupes féministes à mettre sur pied des réseaux clandestins d'avortement. Ce que j'entends par réseau clandestin ici, c'est des avortements médicaux quand même, mais qui sont pratiqués dans des conditions d'illégalité par rapport à la loi de 69, donc hors des centres hospitaliers, sans comité d'avortement thérapeutique et sur demande. Par exemple, l'exemple le plus connu est probablement la clinique d'avortement du Dr Henry Morgan Taylor. Il va d'ailleurs être arrêté en 1973 pour avoir pratiqué illégalement des avortements. Il va être acquitté à 2 reprises devant jury, mais finalement, les charges contre lui vont être seulement retirées en 1976 suite à l'élection du Parti québécois au Québec. L'avortement va finalement être décriminalisé en 1988 avec l'arrêt de Morgan Taylor contre la reine. Du côté américain, la loi qui criminalisait l'avortement va être jugée inconstitutionnelle dès 1973 avec l'arrêt Roe versus Wade. Peu d'auteurs se sont jusqu'à maintenant intéressés aux aspects matériels de l'avortement, mais on peut quand même faire émerger de la littérature un portrait très certainement incomplet des réseaux transnationaux clandestins féministes. Une première auteure particulièrement intéressante à ce sujet-là est Leslie Regan, qui s'est intéressée au réseau de référence pour avortement entre la Californie et le Mexique dans les années 60. Elle a démontré finalement que l'ARAL, l'Association to Repeal Abortion Law, avait mis en place et structuré un réseau complexe d'avortements clandestins en mettant au point une liste de médecins mexicains qui pratiquaient des avortements auxquels l'association féministe référait les femmes américaines. Du côté canadien, Beth Palmer s'est intéressée à la Calgary Birth Control Association, puis a révélé des liens étroits entre finalement les féministes de Calgary et de l'Abortion Referral Service de Seattle durant les années 70. Donc, dans ces 2 cas, on montre bien qu'à différents moments, les associations féministes dépassent le cadre national dans lequel elles sont ancrées pour mettre en place des réseaux qui répondent aux besoins des femmes. Elles déjouent ainsi les cadres législatifs nationaux qui entourent l'avortement. De mon côté, mes recherches se portent sur un axe transnational qui n'a pas encore été étudié, soit les réseaux qui relient Montréal et New York, et plus largement la côte est américaine, à travers l'action du Comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit. Tout comme Palmer et Regan, j'étudie la réalité transnationale de l'avortement à travers les archives d'un organisme féministe national. Donc, le Comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit voit le jour en 1974. Il était alors le comité de mobilisation pour la cause de l'avortement du Centre des femmes. Le Centre des femmes est à cette époque-là l'organe féministe par excellence, disons, du Québec. Voilà, donc il va rapidement prendre la relève du service de référence pour avortement qui avait été mis en place par le Centre des femmes entre 71 et 73. Aussi, après la disparition du Centre des femmes, justement autour de 73, le comité de lutte va assurer un certain leadership théorique dans l'articulation du discours et de l'analyse féministe sur l'exploitation des femmes à l'intérieur de la société capitaliste québécoise. Et il va se fondre finalement en 1978 à la Coordination nationale pour l'avortement libre et gratuit. Je vous fais un petit portrait des réseaux clandestins qui existent avant 1973, donc avant l'arrestation de Morgan Taylor. Donc, les avortements clandestins avant 1973 sont surtout une réalité qui est montréalaise. La majorité des femmes préfèrent avorter illégalement à Montréal plutôt que de faire le voyage vers les États-Unis.
Les archives du comité de lutte nous informent que celui-ci faisait partie de la coalition des services de référence pour avortement, une organisation regroupant plusieurs groupes montréalais qui faisaient partie des réseaux clandestins d'avortement. Donc, parmi ces groupes-là, on peut retrouver le Centre de la femme nouvelle, le Women's Information and Referral Center, le Centre d'autosanté, la Fédération du Québec pour le planning des naissances, le YWCA Women's Center et plusieurs autres. Donc, le but de cette coalition était vraiment d'échanger des adresses et des informations sur les cliniques qui pratiquaient des avortements clandestins, puis éventuellement d'obtenir des statistiques globales sur la situation de l'avortement à Montréal. Et quand je dis à Montréal, on peut entendre plus largement au Québec parce que vraiment, il y a une convergence là, des femmes vers Montréal pour les avortements. Du côté un peu plus du fonctionnement du service de référence du Centre des femmes et par après du comité de lutte. Donc, le Centre des femmes recevait une 60aine de femmes par semaine qui se rendaient dans leurs locaux avant de partir en petits groupes pour aller à leur rendez-vous avec des médecins montréalais. Il s'agissait en même temps d'un lieu de rencontre et de socialisation qui permettait aux femmes d'échanger entre elles sur la réalité de l'avortement et ainsi d'en briser l'isolement. À cette époque-là, les frais pour les avortements à Montréal peuvent aller jusqu'à 250 $ environ, dépendamment des médecins qui souvent s'adaptent à la condition financière de la femme. Il y a également des rencontres d'information qui sont organisées avant l'intervention chirurgicale en tant que telle. Les militantes féministes expliquent dans ces rencontres-là comment va se dérouler l'opération, comment fonctionne la méthode par aspiration, qui est la méthode la plus utilisée à cette époque-là. Puis elles donnent aussi en même temps de l'information sur l'anatomie féminine, les menstruations, la contraception, etc. Donc, il y a vraiment un rôle d'éducation qui est donné à ces réseaux-là clandestins. Le fait d'avorter illégalement à Montréal au début des années 70 n'est pas pris à la légère, tant les militantes qui participent au réseau que les femmes qui se font avorter sont conscientes des enjeux légaux derrière les gestes qu'elles posent. En ce sens, les femmes qui sont impliquées dans les réseaux clandestins d'avortement font preuve à la fois d'agentivité et d'empowerment. Elles prennent un rôle assumé dans ces réseaux qu'elles façonnent au gré de leurs besoins. On va voir un peu plus tard comment ça se transpose. Donc, défier la loi apparaît pas comme un geste anodin, mais témoigne d'une posture militante et de l'importance pour les femmes du contrôle de la maternité au début des années 70. La citation que vous avez ici est extraite des archives du comité de lutte. Donc, on nous dit, dans un procès verbal, en fait, avant que les médecins avec lesquels nous collaborions se fassent arrêter ou cessent de pratiquer des avortements, nous débutions les séances d'information en expliquant aux femmes l'illégalité de leurs gestes et les risques de représailles qu'elles encouraient, afin d'éviter toute méprise. On les renseignait ensuite sur l'arrestation et le procès de nos médecins pour insister enfin sur les mesures de sécurité à respecter. Comme il est absolument impossible de prouver qu'une femme a eu recours à un avortement, seul son témoignage et une confession écrite peuvent servir de preuve contre elle et son médecin. Voilà la première chose qu'on mettait au clair. Donc, moi, je trouve que cet extrait-là nous montre principalement trois choses importantes. Donc, premièrement, que la notion de clandestinité occupe une place centrale dans les réseaux féministes de cette époque-là. Deuxièmement, que le comité de lutte joue un rôle d'informateur sur les questions légales liées aux avortements. Et finalement, que les avortements, que les femmes qui avortaient ne pouvaient ignorer l'illégalité de leurs gestes et qu'en ce sens, leur décision d'avorter comprenait un caractère subversif intrinsèque. Maintenant, en 1973, je l'ai dit, il y a eu l'arrestation de Morgan Taylor. Il y a aussi d'autres médecins qui sont arrêtés. Le Centre des femmes connaît une perquisition policière. Donc, il y a un certain climat de répression qui s'installe par rapport au réseau clandestin. Tout ça va avoir pour conséquence d'amener une diminution du nombre des médecins qui acceptent de pratiquer des avortements illégaux dans leur clinique montréalaise. Cette rareté va elle-même amener une augmentation des prix des avortements pratiqués à Montréal. Tout ça va obliger les militantes à chercher des nouveaux partenaires de l'autre côté de la frontière. Par exemple, il y a un partenariat qui va s'établir avec une femme médecin de New York, dont la mention revient à plusieurs reprises dans les archives du comité de lutte. Vous avez sur le PowerPoint des citations qui extraites des archives, encore une fois, qui nous montrent un peu cette nécessaire réorientation-là des réseaux clandestins d'avortement.
Le fonctionnement du service de référence du comité va toutefois pas changer énormément. Donc, bien que la référence se fasse maintenant vers les États-Unis, les femmes se rencontrent toujours dans les locaux du comité avant l'intervention afin de recevoir de l'information sur la procédure, la contraception, les examens gynécologiques, etc. Par contre, ces rencontres préparatoires-là vont devenir vraiment cruciales parce que les femmes qui allaient à New York ne parlaient bien souvent pas anglais et ne pouvaient donc pas recevoir l'information directement des intervenants américains. Les groupes de femmes, les groupes féministes jouent un certain rôle de régulation dans les réseaux transnationaux américains. Donc, il y a un certain rapport de pouvoir qui s'installe entre le comité de lutte et les cliniques américaines d'avortement. Je vais passer rapidement parce que je vois que mon temps s'écoule. Donc, c'est ça. Deux peut-être points principaux là, pour ce rôle de régulateur-là. Donc, premièrement, les féministes vont arriver à négocier des prix, des ententes avec les médecins, les cliniques américaines qui pratiquent des avortements. Donc, il y a des mentions, par exemple, qu'on réussit à faire diminuer le prix d'un avortement de 500 $ à 350 $ ou qu'il y a des ententes qui sont prises pour les cas des femmes plus nécessiteuses avec les médecins. Deuxième chose, c'est que finalement, le comité va agir comme garant de la qualité des services d'avortement qui sont offerts aux femmes à cette époque-là. Donc, je vous avais mis une citation ici que je ne prendrai pas le temps de lire, mais en fait, c'est ça. Ce que ça nous dit, c'est vraiment que les organismes qui faisaient de la référence à Montréal entretenaient des relations continues avec les médecins américains, puis qu'il y avait un souci pour la qualité des services qui étaient rendus, un souci qui se traduirait éventuellement par le retrait d'une clinique de la liste de référence si la clinique ne satisfaisait pas aux attentes des regroupements. L'inverse est aussi vrai, donc les militantes féministes cherchaient continuellement des nouvelles cliniques afin d'offrir aux femmes les meilleurs services d'avortement au meilleur prix et dans les meilleures conditions possibles. Donc, en conclusion, le climat sociopolitique des années 70 au Québec et au Canada est marqué par la répression et un discours normatif réfractaire aux avortements et plus particulièrement aux avortements sur demande, ce qui entraîne une nécessaire réorientation des réseaux clandestins d'avortement. Les organisatrices de ces réseaux vont être forcées de chercher des partenaires hors des frontières nationales où les législations sont plus favorables à l'élaboration de leur projet d'offrir aux femmes les avortements qu'elles demandent. Et finalement, les réseaux clandestins ne peuvent donc pas se comprendre dans un cadre uniquement national. L'approche transnationale permet vraiment d'appréhender cette réalité dans toute sa complexité. Merci.